travailler sur le sujet du carbone, c'est quelque chose qui ne se décrète pas, mais c'est quelque chose qui s'accompagne. Bonjour, je suis Sabine Guetta-Deno, je suis directrice exécutive en charge de la R&D, de l'innovation et de la RSE chez Gecina. Gecina est une foncière opérante. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un acteur qui est propriétaire d'un patrimoine immobilier. Nous avons à peu près pour 20 milliards d'actifs immobiliers. 80% sont des bureaux, 20% sont des résidences et des résidences étudiants. Donc concrètement, dans mon activité autour de la RSE, nous travaillons sur un patrimoine existant que nous allons faire évoluer, restructurer et remettre au plus haut niveau de qualité. Nos axes de travail sur la RSE sont au nombre de 4. Il s'agit du bas carbone, de la biodiversité, de l'économie circulaire et du bien-vivre. Alors nous travaillons fortement sur les 4 axes, mais aujourd'hui je voudrais vous parler plus spécifiquement du sujet du bas carbone. Vous savez que le secteur de l'immobilier est un des secteurs les plus polluants, les plus émetteurs de carbone. Et donc, nous en avons fait vraiment un cheval de bataille chez Gecina. Il faut comprendre que dans notre secteur d'activité, en tant que foncière, nous émettons du carbone à 2 niveaux. D'une part, sur le patrimoine en exploitation, c'est-à-dire que nous avons un patrimoine existant et qui, au cours de sa vie, émet du carbone. Et puis, par ailleurs, quand l'occasion se présente de faire des travaux de rénovation lourde, d'enclencher des chantiers. À ce moment-là, ce sont les chantiers qui sont là émetteurs de carbone. Nous avons enclenché, il y a un peu moins d'1 an maintenant, en mars 2021, un grand chantier de transformation qui s'appelle Canopée 2030 pour Carbone Net Zero Plan 2030. L'objectif étant d'aller chercher la neutralité carbone en exploitation, donc sur le patrimoine qui est déjà existant, et qui est géré, exploité par Gecina, d'aller chercher cette neutralité carbone pour 2030. En réalité, travailler sur le sujet du carbone, c'est quelque chose qui ne se décrète pas, mais c'est quelque chose qui s'accompagne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non seulement ça nécessite une transformation culturelle de l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Alors, une transformation culturelle, ça veut dire comprendre déjà pourquoi. Donc, on a travaillé avec l'ensemble des collaborateurs à les sensibiliser. L'ensemble des collaborateurs ont fait la fresque du climat, ont suivi des formations, des sensibilisations, des TEDx sur le sujet du carbone, pour comprendre qu'effectivement, il y avait un enjeu important. La transformation culturelle, elle se traduit aussi dans nos process internes. C'est-à-dire que chaque collaborateur a, dans ses objectifs individuels, des objectifs sur la RSE et sur le carbone en particulier, quand leur activité le permet. La transformation culturelle, c'est aussi dans nos process. À mon arrivée, j'ai mis en place une taxe carbone interne chez Gecina, qui consiste en quoi? Qui consiste à dire finalement, à chaque fois que vous allez émettre des émissions de gaz à effet de serre, nous allons non seulement les mesurer, mais aussi les taxer. Et ça a changé pas mal de choses parce que du coup, c'est venu imputer, ou plutôt pénaliser ou impacter directement les résultats des équipes opérationnelles qui, dans leur bilan d'opération, dans leur bilan de gestion, voyaient apparaître ce coût, ce surcoût, comme on pourrait avoir une taxe foncière, et on avait une taxe carbone qui venait pénaliser le projet. Au début, on l'a mis à pas trop cher, en fait, cette taxe carbone interne, puisqu'on était à 10 € la tonne. Donc on voit bien que le sujet était vraiment d'abord un sujet de transformation culturelle, c'est-à-dire je prends conscience que j'émets, je le mesure, et ça vient un peu pénaliser mes résultats. La contrepartie positive de tout ça, c'est que cet argent, moi je suis devenue le fisc de Gecina, finalement, le fisc vert de Gecina. Je suis venue récupérer cet argent pour l'affecter à un fonds qu'on a créé en interne, qu'on a appelé le fonds CARE, pour Fonds Carbone Responsable, parce que j'ai la chance, dans mon périmètre, d'avoir aussi la R&D et l'innovation. Et de dire, finalement, cet argent, je peux vous le remettre à disposition, à condition que vous veniez me proposer des solutions qui vont venir accélérer la décarbonation de votre parc. Des solutions nouvelles pour Gecina ou des solutions innovantes sur le marché que peut-être vous n'auriez pas eu les moyens de vous payer. Et moi, je vais peut-être vous proposer de financer tout ou partie ou le surcoût de ces solutions. Et donc, on a mis tout un process en place en interne où tout collaborateur peut venir proposer des solutions à appliquer directement sur un ou plusieurs immeubles et on va l'aider
par cette ingénierie carbono-financière, à mettre en place concrètement ces actions d'accélération de la décarbonation. Et donc c'est la somme de toutes ces actions, de tous ces process qui font qu'à un moment donné, on a une vraie mécanique qui s'est enclenchée au sein de l'entreprise de façon assez globale. Et je pense que c'est ça qui nous a permis d'avoir ces bons résultats effectivement à la fin de l'année 2020. On ne pourrait pas aller aussi fort globalement sur ces sujets de RSE et plus spécifiquement de carbone si on n'arrivait pas à démontrer qu'il y a un lien étroit entre le financier et l'extra-financier. Depuis 2018, notre direction financière a travaillé à lier la dette bancaire à des indicateurs, à des critères RSE. Ce qui veut dire que concrètement, on a commencé à aller voir des banquiers pour leur dire voilà, est-ce que vous seriez d'accord pour que vos marges soient liées à des critères RSE. Plus notre performance RSE sera importante, plus votre marge sera plus faible. Mais vous nous accompagnez ainsi dans la transformation. Et des premiers banquiers ont dit oui. Et donc on a commencé comme ça en 2018. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucune dette bancaire qui n'est pas verte ou liée à des critères RSE. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en 2022, on a 65% de notre dette bancaire qui est verte. Par ailleurs, en mars 2021, quand on a lancé Canopée 2030, en simultané, on a travaillé aussi avec la direction financière à transformer l'ensemble, cette fois, de notre dette obligataire en green bond. Et donc, on a transformé près de 6 milliards d'euros, ce qui était une première mondiale à ma connaissance sur cette taille-là, sur cette d'actifs, en green bond, avec une spécificité, une innovation, là aussi, qui était de mettre en place ce qu'on appelle un framework dynamique, c'est-à-dire faire en sorte que les critères dits verts de financement ne soient pas figés dans le temps, mais se durcissent avec les années, et notamment soient liés à notre trajectoire carbone que nous venions d'annoncer en même temps, celle de Canopée 2030. Ce qui fait qu'au moment où je vous parle, nous avons aujourd'hui plus de 85% de nos financements, donc bancaires plus obligataires, qui sont verts aujourd'hui. Alors je ne sais pas si c'est précurseur ou pas précurseur. Ça peut donner le sentiment que oui, parce qu'en effet, nous avons engagé un certain nombre d'actions qui peuvent paraître être en avance de phase, mais qui seront très vite rattrapées par l'histoire, parce que ça y est, c'est parti. Le lien entre le financier et l'extra-financier est devenu prégnant, est devenu clé. Et je pense que c'est d'ailleurs une bonne nouvelle pour notre économie. Depuis une dizaine d'années à peu près, on a demandé aux entreprises de s'exprimer sur ce qu'elles faisaient en termes de RSE, avec plutôt un devoir de transparence. Et puis on voit bien que d'année en année, de la transparence, on est passé à la performance, donc il a fallu justifier qu'on devenait meilleur sur un certain nombre de critères RSE. Et maintenant, on se rend bien compte que ça devient un critère de stratégie, de prospective, de construction des nouveaux business. Et pour ça, et même de financement, on l'a évoqué, et donc pour ça, il va devenir juste primordial d'avoir de la donnée extra-financière de haute qualité. Et je pense que c'est vraiment un enjeu d'avenir pour l'ensemble des entreprises. Et c'est la raison pour laquelle, à mon sens, il est très important que pour transformer une filière, les acteurs se réunissent et définissent ensemble leurs règles de mesure. Et c'est ce qu'on fait par exemple à travers BIC, le Biodiversity Impulsion Group, où on a fédéré des acteurs de l'immobilier pour définir ce que pourrait être une empreinte biodiversité, qu'on en ait une définition commune et qu'après on puisse agir, qu'on puisse définir ensemble ce que c'est qu'une trajectoire biodiversité pour une entreprise, etc., etc. Donc on est en train de lancer tous ces projets qui pour moi relèvent de ce que j'appelle la coopétition. On n'est pas sur des facteurs de différenciation entre les acteurs, on est sur des sujets de transformation de filière. Et là, des acteurs qui pourraient être des compétiteurs dans la vie courante ont intérêt à se réunir pour coopérer et définir ensemble les nouvelles règles du jeu de la filière et transformer la filière ensemble.